Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le haut responsable qui a indiqué ce que le président Abdel Fattah el-Sisi suit de près la crise de la coupure de l'électricité et de ses délestages. Selon la même source, le président el-Sisi a donné des directives au gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires susceptibles de réduire les durées du délestage et assurer la distribution juste du courant, et ce afin de mettre un terme à cette crise. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré hier que le gouvernement appréciait et comprenait la souffrance des citoyens et des familles égyptiennes due à la coupure de l'électricité. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse consacrée à la crise de la coupure de l'électricité. Le chef du gouvernement a ajouté que les degrés de température élevés et les 3 vagues de canicule inédites survenues durant le mois de juin avaient provoqué des derniers jours une augmentation du volume de la consommation de l'énergie électrique. Il a indiqué que le pays avait été affecté par une panne qui avait touché un champ électrique dans un pays voisin et qui avait interrompu la production électrique pendant 12 heures. Le Premier ministre a souligné qu'une coordination entre les ministres concernés était en cours pour mettre en place un plan exceptionnel pour la saison estivale, et ce pour éviter la coupure du courant électrique. Il a ajouté que le gouvernement avait approuvé l'importation de 300 000 tonnes de mazout de la valeur de 180 millions de dollars afin d'augmenter la réserve en électricité. Madbouli a annoncé qu'à partir de la 3e semaine de juillet, il n'y aura plus de coupure du courant et qu'à partir du 1er juillet, les magasins seront fermés vers 22 heures pour rationaliser la consommation de l'énergie électrique. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu hier une réunion pour discuter des solutions aux problèmes des pannes de courant électrique et des moyens de réduire la période de délestage en présence des ministres de l'électricité et du pétrole, du président de la société holding de l'électricité de l'Égypte et un certain nombre de responsables des autorités concernées. Lors de la réunion, Madbouli a souligné que le gouvernement était bien conscient des dimensions de la crise actuelle et que des efforts ont été déployés au cours de la période écoulée et que l'État et ses différentes agences travaillent pour mettre fin à cette crise dans le plus proche délai possible. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur les directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à accélérer le travail pour mettre fin à la crise des pannes d'électricité en prenant des décisions visant à réduire les périodes de coupure d'électricité avec la nécessité de mettre en place les divers mécanismes garantissant une fin à la crise en coordination avec les ministères concernés. Le ministre des Affaires des conseils parlementaires, le conseiller Alaeddine Fouad, a déclaré que le gouvernement s'est engagé devant le Parlement à réduire le délestage et les coupures de l'électricité autant que possible à partir du 1er juillet. Cette déclaration a été faite lors d'une séance publique du Conseil des députés tenue hier sous la présidence du conseiller Hanafi El-Gibeli. Au cours de cette séance, un nombre de députés ont prononcé un communiqué urgent sur la crise de la coupure du courant électrique dans lequel ils ont critiqué le gouvernement, lui demandant de trouver un plan alternatif. Abordant le dossier de la bande de Gaza, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza où une frappe a tué 10 proches du chef du Hamas, selon la défense civile, pendant que les États-Unis pressent Israël d'éviter une nouvelle escalade à la frontière avec le Liban. Le point.
La défense civile de Gaza a annoncé que 10 membres de la famille d'Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, avaient été tués dans une frappe israélienne sur un camp de réfugiés de la ville de Gaza, dans le nord. Le porte-parole de la défense civile a indiqué que la sœur du chef du Hamas avait été tuée avec 9 autres personnes dans cette frappe sur le camp de Chati. En avril, 3 fils et 4 petits-enfants de M. Haniyeh avaient péri dans une frappe à Chati. Ismail Haniyeh avait alors indiqué qu'environ 60 membres de sa famille avaient été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre. Une frappe a également fait 5 morts, dont 2 enfants près de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. Dans le sud, 2 frappes aériennes ont visé le centre de Rafah, où 2 véhicules militaires ont ouvert le feu, tandis que des quartiers ouest de la ville ont été la cible de bombardements et de tirs de chars selon des témoins. Le chef de l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que les pillages et la contrebande étaient généralisés dans la bande de Gaza et ont empêché la livraison de l'aide dont la population a désespérément besoin. L'UNRWA est en crise depuis qu'Israël accuse 12 de ses employés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Des familles de personnes tuées lors de l'attaque ont porté plainte contre cette agence, l'accusant d'avoir contribué à ce massacre sans précédent. Des agences de l'ONU ont également tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire dans la bande, dévastée par la guerre, affirmant que 10 enfants y perdent une jambe ou 2 quotidiennement et qu'un demi-million de Palestiniens souffrent de faim à un niveau catastrophique. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'ambassadeur Medhat El-Meïgui, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, la situation humanitaire est catastrophique dans la bande de Gaza et tout le monde a les regards braqués sur cette situation et cependant la situation reste telle qu'elle. Mais à présent, nous avons appris qu'Israël presse, que les États-Unis pressent Israël pour éviter une nouvelle escalade à la frontière avec le Liban. À votre avis, d'où vient cette escalade? L'escalade, comme on l'a déjà précisé sur votre programme plusieurs fois, que le gouvernement actuel d'extrême droite israélien ne trouve aucune solution pour rester au pouvoir que d'escaler la guerre. C'est plus la bande de Gaza qui l'intéresse, malgré qu'il n'a pas terminé la dernière intervention à Rafah, mais maintenant il veut escaler vers un autre pays, le Liban, comme on l'a déjà vu sur plusieurs médias, et que même les États-Unis ont précisé qu'ils ne peuvent plus contrôler Israël d'une manière claire, et cela n'est pas un secret. Les États-Unis ont précisé qu'ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter le génocide qui est en train de prendre place à Gaza, ou même l'escalation de la guerre vers le Liban. Alors, ce qu'on attend actuellement, c'est que Israël peut trouver un point juste, un point équilibré dans la pensée du gouvernement, de sorte qu'on peut s'en sortir de la position actuelle qui menace non seulement le Liban et le Gaza, mais tous les pays du Moyen-Orient en général. Et c'est pour ça que le rôle égyptien est toujours important et qu'on essaye de donner des messages tout le temps et qu'on est prêt à trouver une solution, notamment qu'il y a un échec clair de la résolution des Nations Unies qui est acceptée par la résistance palestinienne, et qu'au début, le président Biden et son secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères américain, a souligné qu'Israël accepte cet accord où il y aura vraiment un cessez-le-feu, même si temporaire. Et puis après, le Premier ministre israélien a éclairci cette situation qui était assez dense, en expliquant que non, Israël n'accepte plus cette solution. Alors maintenant, on est sous la miséricorde d'Israël. Est-ce qu'elle va accepter les propositions, que ce soit de l'Égypte ou des États-Unis, ou même de la pensée saine de tous ceux qui veulent trouver une région pleine de paix ou non?
Monsieur l'ambassadeur, la situation à Gaza a abouti à la famine. Et les aides et l'acheminement des aides reste toujours un problème. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre des instances telles que les Nations Unies et autres? Bon, alors, pour les Nations Unies, ils sont prêts. La direction générale de l'UNRWA avait déjà expliqué qu'elle est prête à distribuer les aides, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse acheminer cette aide humanitaire pour ces organisations pour qu'ils puissent la distribuer. Encore une fois, c'est Israël qui empêche et qui bloque l'aide humanitaire. Vous avez totalement raison, toutes les organisations qui soient sur place à la bande de Gaza, ou que ce soit d'une manière internationale au sein des Nations Unies, ont précisé qu'il y a vraiment une famine qui ravage toute la bande de Gaza, que ce soit au sud, au centre ou au nord. Et que malheureusement, il n'y a pas une pression du monde libre, notamment des supporters d'Israël, à arrêter ce génocide. C'est une partie de la crime de guerre qu'est en train Israël de perpétrer sur le peuple palestinien. Mais il n'y a pas de pression suffisante, que ce soit par les États-Unis ou les autres alliés européens d'Israël. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que s'il y a une vraie pression, on aurait trouvé un acheminement direct, un acheminement régulier des aides humanitaires et des aides médicaux dont la bande de Gaza en a vraiment besoin, et d'une manière humanitaire même, on ne peut pas arrêter Israël de continuer ses crimes de guerre avec toutes les résolutions, que ce soit des Nations Unies ou que ce soit de la Cour internationale de justice ou même la Cour pénale internationale. C'est toujours la même réaction israélienne, c'est de négliger tout cela et de ne donner aucune importance à ces résolutions internationales, dépendant d'une manière directe sur le support américain qui a été éclairci déjà 2 fois hier, en expliquant que malgré que les États-Unis ne veulent pas une escalation du conflit, mais ils soutiennent toujours le droit d'Israël à se défendre et qu'ils sont engagés à aider Israël à tout prix, et que maintenant on doit observer que la situation sera même pire. Et je parle de cela étant donné qu'on va commencer bientôt les débats présidentiels aux États-Unis, et il y aura une course entre les candidats pour la présidence, qui va aider Israël plus, qui va aider Israël davantage, ce qui va mettre la position humanitaire en Israël pire que la situation actuelle. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci pour votre intervention. Il faut dire que le gouvernement égyptien entend aider le secteur privé à s'étendre à davantage de secteurs de l'économie, et les acteurs privés contribueront à une modernisation des infrastructures et de l'organisation des hôpitaux publics, améliorant ainsi la qualité des services de santé. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ratifié lundi une loi qui autorise le secteur privé à créer, gérer, exploiter et développer des établissements publics de santé en Égypte sous certaines conditions. La loi proposée par le gouvernement, approuvée par la Chambre des représentants en mai, permet aux investisseurs privés d'obtenir des concessions pour gérer et exploiter des hôpitaux publics pour une durée variant de 3 à 15 ans. Le secteur privé devra entretenir ces établissements publics de santé, les équipements médicaux ainsi que toutes les infrastructures nécessaires et les maintenir en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du contrat. Selon la loi, tous les établissements de santé, y compris les équipements médicaux, seront restitués gratuitement et en bon état à la propriété de l'État à la fin de la période de concession. Les investisseurs privés ne doivent pas céder la concession accordée à des tiers sans l'autorisation du cabinet égyptien. En outre, la loi exige que les investisseurs privés maintiennent au moins 25% des employés de l'établissement
s'ils l'acceptent afin de garantir qu'il n'y ait aucun préjudice à leurs droits financiers et professionnels. Il exige également l'attribution des pourcentages du total des services de santé aux bénéficiaires des services de traitement financés par l'État, y compris les services fournis aux frais de l'État et des régimes d'assurance maladie, au même prix déterminé par le gouvernement. La loi limite le personnel médical étranger à 15% du personnel total dans les établissements de santé déjà existants ou ceux créés par l'État conformément à la loi et jusqu'à 25% dans les hôpitaux entièrement établis par le secteur privé. Cette loi ne s'applique pas aux centres de soins de santé primaires, aux unités de santé familiale, aux opérations de transfusion sanguine et de collecte de plasma qui restent soumis aux dispositions de la loi numéro 8 de l'année 2021 qui réglemente ces opérations de fabrication et d'exportation de produits dérivés. La zone économique du canal de Suez a réussi, sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, à attirer d'énormes investissements dans de multiples secteurs. Le point. La zone économique du canal de Suez a réussi, sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, à attirer d'énormes investissements dans de multiples secteurs, mais les projets de carburant vert représentent une part importante et figurent parmi ses principales priorités pour mettre en œuvre la vision 2030 de l'Égypte, en plus de sa dimension environnementale visant à passer progressivement à une économie verte et à réduire les émissions de carbone nocifs pour abaisser l'impact croissant du changement climatique à l'échelle mondiale. La zone économique du canal de Suez comprend de nombreux investissements indiens, turcs et européens, en plus d'une coopération avec de grandes alliances mondiales dans les domaines du transport maritime, de la logistique et des carburants verts, sans compter aussi la zone industrielle chinoise. La zone économique, qui bénéficie d'une grande attention de la part du gouvernement, vise à devenir un centre régional pour l'énergie verte d'ici 2030 et se concentre sur des projets visant à localiser les industries d'énergie propre, surtout l'hydrogène vert et l'ammoniac. En août dernier, la zone économique du canal de Suez a réussi à ravitailler un navire avec du carburant vert, le méthanol, dans le port de l'Est de Port Saïd en 6 heures. Cette opération est la première en genre en Égypte, en Afrique et au Moyen-Orient et fait partie de la stratégie de l'État égyptien visant à récupérer son rôle dans la fourniture de services de ravitaillement de navires, que ce soit avec du carburant traditionnel ou vert, et à tirer profit de la position de ces ports maritimes sur la mer Rouge et la Méditerranée. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Clair. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.